Nous sommes le 17 juin 2001. L'âge d'or de la Serie A touche à sa fin. Et un match décisif pour le titre se profile. L'AS Roma, qui n'a plus été championne depuis 1983, doit battre Parme 4e pour s'assurer du titre lors de cette ultime journée de Serie A. Devant un Olimpico à guichet fermé, Totti, Batistuta, Montella, Emerson, Cafu vont devoir trouver la faille devant la muraille qui se trouve face à eux. Les frères Cannavaro, Lilian Thuram, et une fois que ceux-ci sont passés, Gianluigi Buffon. Et pourtant, pour une fois, tout va se passer comme dans un rêve pour les Romains. Après moins de 20 minutes, l'enfant du club, le capitaine éternel, ouvre le score. Totti fait hurler de joie les supporters de la Louve. 20 minutes plus tard, c'est au tour de Montella de marquer. Bien évidemment, Baticol était obligé de participer à cette fête, et dans le dernier quart d'heure de jeu, il marque le 3e but. Parme réduit l'écart, mais c'est anecdotique. L'AS Roma, après 18 années d'attente, est enfin championne. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, les Romains n'ont toujours pas regoûté à ce plaisir. Cependant, cette saison, ils sont en embuscade. Peuvent-ils créer la surprise ? Puisque l'AS Roma est à 9 points de l'Inter et 4e, vous vous doutez que si j'évoque une course au titre hypothétique, c'est que du côté des expected points, l'écart est moins flagrant. Et effectivement, de ce point de vue, ils sont à la lutte avec la Juve et l'Inter. Mais ce qu'on voit, c'est que l'AS Roma est en retard sur ses points attendus, parce que déjà, ils prennent plus de buts que ce qui est attendu, et ça, c'est pas une vraie surprise pour les suiveurs du club. Il y a une lutte en ce moment pour définir qui va être le gardien titulaire de l'équipe, parce que Paul Lopez, qui était arrivé pour 25 millions d'euros, ne donne pas satisfaction, que ce soit cette année ou la saison dernière. Et du coup, Mirante, qui avait signé pour se la couler douce en tant que numéro 2 il y a 3 saisons, est obligé de jouer de temps en temps, alors qu'il était juste là pour profiter des petits cafés en terrasse à Rome. Et le problème, c'est que ce soit Mirante ou Paul Lopez, ils coûtent des buts. Et déjà cette saison, si on se fie au post-shot expected goals, en cumulé, les deux gardiens ont coûté entre 4 et 5 buts à l'équipe. Donc d'un côté, on a des gardiens en difficulté, et de l'autre, le joueur qui cette saison s'est procuré le plus d'expected goals pour la Roma, celui qui a eu le plus de situations de marquer, c'est Edin Dzeko. Or, statistiquement, c'est le plus gros croqueur d'Europe. Depuis 2017-2018, il a besoin de 4 XG pour marquer 3 buts. À titre de comparaison, Mohamed Salah a lui besoin de 4 XG pour marquer 5 buts, et ainsi, alors que les deux joueurs ont eu le même nombre d'expected goals dans le jeu, Mohamed Salah a marqué 29 buts de plus que le Bosnien. Et autant sur une seule saison, le paramètre chance, la variance, peut expliquer une sous-performance, mais là, sur le volume dont on parle, c'est vraiment signe que Dzeko finit moins bien que les autres. Bref, l'AS Roma met moins de points que prévu à cause de ses individualités. Et donc là, on n'est pas sur un facteur chance. Et c'est pour ça que l'AS Roma est décroché de la lutte au titre. Il ne faut pas s'attendre que la roue va tourner, comme dirait le plus célèbre poète de Florence. Il y a une vraie explication à pourquoi la Roma est ici. Mais alors super, je vous ai menti en intro en vous disant que peut-être il pouvait se mêler à la course au titre, mais le football, ce n'est pas que le résultat. C'est aussi la manière de jouer. Et de ce point de vue, il y a aussi des trucs intéressants à relever sur l'équipe de Paulo Fonseca. Alors oui, une nouvelle fois, c'est une équipe qui joue en 3-4-2-1. Je vous jure, je fais pas partie d'une secte. Mais par rapport aux autres équipes que je vous ai présentées, que ce soit Francfort, Lens, l'Atalanta, qui peuvent jouer dans des systèmes similaires, l'AS Roma est plus patiente au pressing. Ils sont capables, comme les autres, d'avoir un pressing agressif, avec des pièges qui sont enclenchés dès que le latéral ou le piston est touché, voire même dans des défenses à 3 très larges, comme celle de l'Inter à la construction, lorsque le défenseur central extérieur est touché, mais ils sont aussi capables d'être plus patients dans un bloc médian, voire même si le contre-pressing n'a pas fonctionné, d'attendre un peu plus bas. Du point de vue des stats, ça se voit par le fait qu'en termes de pressing sur le porteur de balle déclenché dans le tiers adverse, ils sont à la médiane, alors qu'en termes de PPDA, qui mesure la capacité à perturber la construction adverse, certains diraient même la capacité à les harceler, ils sont dans le premier tiers. Et ça, c'est clairement le facteur numéro 1 de leur bonne défense selon les expected goals, car si on regarde du côté des défenseurs centraux, celui qui est censé être le meilleur au duel, c'est Chris Smalling, et c'était le cas la saison dernière, mais cette saison, il a été extrêmement diminué par les blessures, et ses performances ont chuté. D'ailleurs, balle au pied, il est capable que des passes les plus simples, et du coup, dans la rotation à 4 qui était prévue de défenseurs centraux, les 3 autres ont plus un profil de relanceur. Celui qui se démarque le plus, c'est Ibanez, le défenseur brésilien est simplement hyper complet, et comme je l'ai dit, il a une vraie capacité de relance, il est capable de trouver des passes plus compliquées que Smalling. Son seul bémol, c'est un taux de duel au sol gagné relativement faible, mais d'un autre côté, c'est un joueur agressif au duel et à l'interception. Et comme il est assez jeune, c'est un profil très intéressant. Autre défenseur central qui, lui, évoquera des très mauvais souvenirs à Anthony Réveillère, c'est Mancini. Et là, son profil est assez simple, c'est Ibanez qu'on vient de voir, mais en plus faible. Malgré ça, on comprend pourquoi la Roma a tenté le pari avec lui, car son alliage physique-technique donne l'impression qu'il pourrait aller encore
encore plus loin. Mais pour le moment, on n'est pas sur une assurance tout risque, mais il a quand même l'avantage d'être assez sûr balle au pied. Et il est même capable de quelques très beaux gestes. Et le quatrième, Kumbula, je ne suis absolument pas convaincu par lui, et je sais que c'est pas du tout l'opinion majoritaire. Déjà, s'il était dernier, il est arrivé pour 20 millions d'euros, c'est parce qu'il n'y avait pas que la Roma sur lui, il y avait beaucoup de clubs. Mais alors, oui, il est costaud, il gagne les duels aériens, mais je trouve qu'il manque terriblement d'agilité. Alors oui, il est très jeune, mais j'ai l'impression que ce sera un joueur qui sera toujours en difficulté quand il va se trouver face à quelqu'un qui va essayer de le dribbler. Donc là, je dois rater quelque chose, parce que même s'il est pas si dégueulasse que ça, balle au pied, j'ai l'impression qu'il a une faiblesse au duel au sol qui rendra toujours les équipes qui l'aligneront vulnérables. D'ailleurs, quand il ne joue pas, la Roma concède 2 fois moins d'XG par 90 minutes. Comme je l'ai dit, la Roma essaie d'avoir des profils de défenseurs centraux relanceurs, c'est donc bien qu'il y a une volonté de construire depuis l'arrière. Le plan A passe par une déformation du dispositif qui devient un 3-1-3-3. Les pistons se mettent très haut et seul un des deux milieux centraux, normalement Villar, décroche pour venir en soutien des 3 de derrière. Et il a un rôle vraiment pas facile parce qu'il doit venir se loger entre les lignes, essayer de se retourner et lancer l'attaque de la Roma. Pour le coup, c'est impossible de critiquer Villar sur sa volonté à demander le ballon entre les lignes. Et comme il fait ça seul, quand ça marche, c'est hyper efficace. J'ai vu que certains le comparaient à Marco Verratti, mais je trouve que là on va trop loin. On est quand même pas sur la même classe de joueur dans sa capacité justement à se retourner. Il va faire beaucoup plus souvent un choix plus neutre pour conserver la possession. Et quand Villar n'arrive pas à être vertical, l'objectif ça va être de fixer d'un côté et lorsque le bloc adverse sera là, de basculer de l'autre et de créer de l'espace pour que le piston déborde sur le côté. Et malheureusement ça ne fonctionne que d'un seul côté, car à droite, Karsdorp est incapable de faire une différence individuelle. Il a de bonnes statistiques offensives pour un latéral car il est placé extrêmement haut comme Spinazzola à gauche, mais clairement ces statistiques-là sont gonflées par le système. Son apport est extrêmement neutre pour l'équipe. De l'autre côté, Spinazzola est une machine à déborder. Fait amusant d'ailleurs, il est droitier, mais ses centres du gauche en bout de course sont létaux. Par contre, par rapport à ce que montrent ses statistiques, qu'il décrirait aussi comme un bon défenseur, je trouve que là, on capte pas très bien le fait que de temps en temps, il décide juste de pas revenir. Mais en tout cas, offensivement, cette capacité à déborder est hyper bien exploitée lorsque la Roma arrive à construire en 3-1-3-3. Parce qu'en fin d'action, Spinazzola se retrouve avec 4 solutions dans la boîte. Les 3 offensifs, plus un milieu central. Habituellement, Jordan Vertu. Et du coup, déjà là, on comprend pourquoi il marque autant. Le système tactique fait que pour un milieu central, il se retrouve énormément dans la boîte. Mais à cela, il faut ajouter qu'il prend les pénaltys. Ces 9 buts sont flatteurs. Il y a quand même 5 pénaltys dans le lot. Par contre, on peut surtout pas lui enlever sa polyvalence qui permet à l'AS Roma d'avoir une variété tactique au sein d'un même match. Car lorsque la Roma n'arrive pas à sortir en 3-1-3-3, Vertu prend un rôle plus classique de milieu et vient accompagner Villar à la construction. Au sein d'un même match, il peut se retrouver à avoir un rôle de box-to-box, un rôle de meneur de jeu en retrait ou un rôle plus de 10. Et ça, c'est pas commun. Je sais qu'il commence à y avoir de plus en plus une hype autour de lui pour qu'il rejoigne l'équipe de France. Ce serait pas complètement immérité, mais je pense qu'il est extrêmement bien utilisé à la Roma et que du coup, on le voit peut-être un petit peu plus beau qu'il n'est. Pour revenir sur la fluidité tactique de la Roma, il y a beaucoup de permutations, de décrochages par les deux milieux offensifs qui, sur le papier, sont censés se situer dans les demi-espaces. Pour info, dans la phrase précédente, j'ai renoncé à essayer d'utiliser le mot half space. J'arrive juste pas à le dire sans se sauter, c'est un truc de ouf. Je suis le seul dans ce cas. Fin de la parenthèse. Du coup, entre les décrochages, les permutations entre les milieux offensifs, mais aussi avec Vertu. Tout ça déjà, ça perturbe énormément tous les nouveaux systèmes défensifs qui se basent sur du marquage individuel. Enfin, en soi, c'est pas si nouveau que ça, les marquages individuels, mais ça revient à la mode. Mais en plus de ça, quand un de ces milieux offensifs décroche, bah ça crée des triangles pour passer sur le côté, pour remiser dans l'axe. Bref, ça fluidifie énormément les circuits de passe. Et dans ces rôles-là, on trouve Pellegrini, qui est aussi capable de jouer milieu central. Donc c'est plutôt lui qui va faire des permutations avec Vertu. Mais malgré ça, il a une bonne production offensive et un impact global sur le jeu de son équipe qui est vraiment important. Il arrive à tout faire. Allez, petit bémol, en termes de provocation par le dribble, il est peut-être pas aussi explosif que d'autres milieux offensifs. Mais on n'est pas non plus sur une faiblesse exploitable dans son jeu. Et pour le reste, il a une belle vision de jeu, il a le pied qui suit pour délivrer les passes qu'il veut, il a une belle frappe et il sait se projeter dans la surface en se rendant disponible. Bref, un package très complet. Malgré tout ça, il fait une moins bonne saison que celui qui joue avec lui à gauche, Mkhitaryan, qui lui fait une saison de top niveau. C'est simple, dans les 5 grands championnats, il n'y a pas de joueur qui a disputé au moins 900 minutes, c'est-à-dire 10 matchs complets, qui se crée autant d'expected goals dans le jeu par 90 minutes et qui en crée autant pour ses coéquipiers. En plus de ça, ces expected goals, il les obtient en ne multipliant pas les frappes inefficaces de loin, mais plutôt en se retrouvant bien placé dans la surface. Dans la colonne des plus, faut aussi noter que toute cette création, il le fait en gardant un haut taux de conservation, ce qui est extrêmement rare, et malgré ça, il ne rechigne pas sur les efforts défensifs. Bref, il fait une saison extrêmement complète. C'est clairement un des joueurs dont il faut profiter cette saison. En pointe, l'AS Roma a deux solutions, soit, comme dit plus tôt dans la vidéo, utiliser Edin Dzeko, qui certes gage des occasions de but, mais marque quand même beaucoup, mais il apporte aussi la possibilité de jouer long, vu que c'est un super pivot remiseur, et comme ça, si jamais les circuits courts de passe qu'on a vu précédemment ne fonctionnent pas, ça offre une solution supplémentaire. Petit problème avec Dzeko, c'est qu'il n'est pas très actif au pressing, et ça peut être un peu embêtant vu ce que parfois ambitionne de faire l'AS Roma, et en plus de ça, il n'est plus trop capable de prendre la profondeur. Et justement, son alternative, c'est Borja Mayoral,
central, qui fait tout l'inverse, qui en plus croque beaucoup moins face au but, mais quand il joue, l'AS Roma perd cette possibilité de jouer long avec des remises. Après, il a eu un faible temps de jeu jusqu'à présent, à voir s'il peut confirmer dans la durée. Bref, je trouve que l'AS Roma, c'est une équipe très intéressante cette saison. Le gros bémol, c'est que pour le moment, ça gagne pas face au gros, mais quand on y regarde de plus près, c'est surtout qu'ils ont manqué de réussite. Pas qu'ils ont surdominé ces matchs-là, mais régulièrement, il y a eu des scénarios catastrophes avec des buts encaissés très tôt, sur des occasions qui sont loin d'être nettes. Donc là, on revient un peu aussi au problème qu'ils ont d'efficacité dans les deux surfaces. Autre petit bémol, c'est que jusqu'à présent, ils ont évité d'avoir un jeu très stéréotypé avec que des centres, mais leur dernier match face à Benevento, ils sont un peu tombés dans cet écueil-là. Donc on va espérer que ça représente pas une tendance, mais juste une exception. En tout cas, je suis très curieux de voir ce que ça va donner ce soir face à l'AC Milan. Est-ce qu'ils vont enfin réussir leur match référence face à un gros? Il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.